Notre corps fonctionne avec les émotions, avec le mental et avec le physique. Les trois sont liés. Et je pense que la force, c'est quand les trois sont bien connectés, qu'on est en harmonie et que l'envie est là. Pour moi, la force, elle vient de l'intérieur. Ce serait presque comme une grosse boule de feu ou quelque chose qui est là à l'intérieur et qui va m'aider quand j'en ai besoin. La force, pour moi, c'est un mélange de tout. Si je regarde juste l'escalade, parce que c'est le plus facile, c'est pas que le physique, c'est un peu toute la technique, les astuces et surtout la tête. Tu te laisses ton intuition te guider. Je pense que c'est ça, pas juste en escalade, mais dans la vie. Tu fais confiance dans la vie. Si des fois tu es perdu, tu sais plus quoi faire, tu t'attends que tu as une réponse de l'univers. Pour moi, la force, ça vient du fond du ventre. Et puis, c'est ce qui permet d'avancer sans s'arrêter. Je pense qu'il faut être bien pour être fort. Donc je fais les choses que j'aime avec une certaine conscience et ça me permet d'être bien. Et le fait d'être bien, ça me permet d'être forte. Alors la force, c'est vrai au début, on pense à la force physique. Et puis en fait, on se rend compte que quel que soit le sport qu'on pratique, il n'y a pas que ça quand on veut être efficace dans son sport. Il faut aussi une force psychologique parce qu'il ne faut pas s'arrêter quand il y a un échec, il faut continuer à s'entraîner, continuer à se lever le matin pour continuer son entraînement. Enfin, c'est de la persévérance, tout ça. Martina, c'est une grimpeuse exceptionnelle. C'est une grimpeuse hyper technique, hyper forte, avec une précision sur les pieds incroyable. Et humainement, c'est une super personne. En 2003, j'ai arrêté les compétitions un petit peu. Mon père, il est mort dans un accident et d'un coup, j'avais plus la motivation. Mais je sais pas, j'ai jamais fait la compète pour mon père, mais il y a un truc qui manquait. Et après, j'ai repris parce que je savais. En fait, c'est dur de changer comme ça d'un coup la vie parce que tellement d'années de compétition. Mon coude, il commençait à me faire très mal. Je dis peut-être c'est ça. Après, j'ai pris le livre de Louis Hay et c'était écrit que c'est le temps de changement. Un truc, le coude, c'est les changements. J'ai dit allez, là, je dis que je vais plus faire la compète. J'annonce maintenant en septembre que j'ai fini en décembre. Et déjà là, j'avais plus mal. Et j'ai déjà pris le billet pour Yosemite avant la dernière compétition. Avec Martina, on était partis au Yosemite. Donc on était tous les deux avec Arnaud. Martina nous avait accompagnés parce qu'elle voulait s'initier aux fissures. Et puis ce qui était rigolo, c'est qu'on avait aussi rencontré donc Nicolas Potard, et qui est devenu son compagnon aujourd'hui. J'avais 31 ans. Et j'étais un peu perdue dans la vie. Je me suis dit, tout le monde a déjà un peu des enfants et tout. Et moi, j'ai personne. Et là, d'un coup, c'est tout qui s'est déroulé à la vitesse supérieure. Avant que j'étais enceinte, je me suis dit, ça va être l'occasion que mon cœur il se repose vraiment, que j'arrête un peu de grimper. Parce qu'avant, j'ai grimpé presque tous les jours. Mais en fait, c'était pas le cas parce que je me sentais tellement bien, même enceinte, de grimper, que j'ai grimpé 2 fois jusqu'à la fin, pas jusqu'à l'accouchement, carrément.
Et juste la première fois, j'ai grimpé déjà 12 jours après. Et la deuxième fois, j'ai attendu 3 semaines. Alors la grossesse de Martina, ça a été compliqué pour moi parce que personne ne comprenait le fait qu'elle grimpe autant en étant enceinte. Et même moi, je ne comprenais pas. Je connais mon corps super bien et je savais exactement quel mouvement je peux faire et quel mouvement je ne peux pas faire. Je savais que je ne peux pas faire du mal. En fait, que c'est plus dangereux d'aller courir et tomber ou un truc comme ça que grimper. Moi, je trouvais qu'elle était folle quand elle grimpait comme ça et tout le monde le trouvait, donc ça me confortait dans cette idée-là, quoi. Après, il faut bien voir qu'au passé 3 mois, elle était toujours en moulinette. Mais quand bien même, des fois, elle allait faire du solo assuré avec un bidon énorme et dans des cotations vraiment élevées. Donc ça, c'était vraiment exceptionnel. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé sur la Terre. Donc forcément, moi, j'avoue que je suis content que ça soit terminé. Ils n'étaient pas très à l'aise quand les autres gens ils nous ont vu grimper. Ils ont dit il est fou de laisser sa femme grimper enceinte. Mais bon, c'était mon choix, il ne peut rien faire. J'ai aussi le souvenir quand elle avait trop envie de grimper, elle était enceinte de Tommy. Et finalement, elle n'avait trouvé personne, donc elle était partie avec sa stat à la Maladière. Elle a balancé ses 200 mètres de stat et elle a remonté des voies avec son bide. Et elle a croisé des gens et elle a caché son ventre avec la corde pour pas que les gens ils se disent qu'elle était complètement malade. Même quand elle était enceinte et qu'elle grimpait, en solo, elle était quand même sur une corde, mais c'était après le fait de la voir partir avec un ventre de 7 mois, avec une corde de 100 mètres de stat, avec 1 heure de marche d'approche pour aller grimper toute seule, sans téléphone. Moi, ça me paraît fou, mais après, je pense qu'elle tout était en sécurité, la corde frottait pas. Elle s'inquiétait pas du tout, quoi. Donc je pense qu'elle maîtrise assez bien tout ce qu'elle fait, mais ça fait peur un peu. Je suis plus normal, j'aurais arrêté. Ouais. J'aurais pris du poids et j'aurais arrêté tranquille. Et j'aurais été content d'arrêter, je pense. Martina, toute sa vie est orientée autour de l'escalade en fait. Aujourd'hui, il y a ses enfants. Et ça, c'est une place ultra importante. Donc je pense qu'il y a sa famille aujourd'hui et l'escalade. Mais l'escalade fait quand même partie, a été incorporée à la vie de Martina. Elle est toujours motivée pour grimper. Je pense qu'elle a toujours dans le coin de sa tête l'idée de la prochaine voie où elle va aller. Je pense qu'elle est vraiment tout le temps autant passionnée. I think with some persons it's not hard to find or to have a motivation for climbing. If you have it, you have it. It's your passion and you can't go out of it. You just find a thing that suits you and you love it and you love to do it and you feel appreciated that you can do it every day. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre ta passion et ta vie de maman et tu peux pas être non plus complètement que grimpeuse. Mais en même temps, pour pouvoir être une maman heureuse, tu as besoin de combler ta passion. Et je trouve que justement de continuer à grimper, de continuer à garder la motivation, et on est bien avec ses enfants, quoi. Les enfants, ça a tout changé par rapport à notre pratique d'escalade. C'est-à-dire que tous nos objectifs de grimpe, ils ont été modifiés. Ça a tout bouleversé, mais dans le bon sens. Alors des fois, on a quelques regrets. On repense aux années où on faisait que grimper, on était dans le camion et il n'y avait que ça qui comptait. Et là, maintenant, c'est juste fini. Si on arrive à faire 4 jours de suite ensemble, c'est le top du top. Mais voilà, les enfants nous apportent autre chose qui est tout aussi bien, voire beaucoup mieux en fait. Donc c'est la logique des choses et on est très content d'avoir les enfants et je pense que c'est hyper important d'avoir des enfants. Oui. Voilà. Oh là, c'est un truc
impressionnant. Hein. Je pense qu'elle est au quotidien de la même manière qu'elle est en escalade. C'est rapide, efficace et surtout toujours avec le calme. Voilà, c'est le temps que j'ai pu passer avec elle et sa famille quand on va grimper à Bioux ou ailleurs. Elle, à 8h du matin, toi t'es au café. Elle est déjà levée depuis 5h30. Elle a fait 2 heures de yoga. Elle a fait à manger pour toute la famille. Elle a préparé les goûters. Les enfants sont prêts et toi, tu es avec ton fils et il est toujours en pyjama. En gros, c'est ça. Alors la plus grande qualité de Martina, je pense que c'est sa constance. Sa constance dans ce qu'elle aime faire, dans sa régularité, sa discipline. Donc c'est un petit peu, pour moi, c'est un ensemble de qualités. Ce sont des qualités parce que moi, c'est des choses qui m'impressionnent parce que je les ai pas forcément, donc je reconnais en elle des choses que je n'ai pas et puis que j'admire. Et son plus grand défaut, voilà, je vois pas vraiment de défaut. Après, ça peut être la constance et la régularité aussi, parce que parfois, on est tellement dans ce qu'on fait que on laisse peu de place pour autre chose. Mais en même temps, voilà, donc je pense qu'on a tous les défauts de nos qualités et les qualités de nos défauts. Tous les matins, depuis bien plus que 10 ans, j'ai fait du yoga. Et ça, c'est ma routine depuis 2005. Même avec les enfants, en fait, j'ai vu que si tu veux vraiment faire quelque chose, tu as toujours le temps de le faire. Du coup, ça marche tous les matins. En Slovénie, on dit, je ne sais pas si aussi ici, que la femme, elle supporte 3 coins de la maison. Et je ne sais pas si c'est dans toutes les familles comme ça, mais je pense que les hommes, ils ne se rendent pas compte que tout ce qu'on fait, même si on est juste à la maison. Je pense qu'elle est hyperactive, tout simplement. Elle n'arrive pas à s'arrêter. Ce que j'arrive moi bien à faire, mais elle est tout le temps à bloc en fait. Je pense que c'est bien de temps en temps de se reposer, ouais, et elle n'y arrive juste pas. Oui, en fait, je suis quelqu'un qui se projette pas trop dans le futur. Je vis un peu de jour à jour. I can't imagine that Martina will stop climbing. I think she will climbing as long as her abilities will be offering this to her. La Liv que j'ai rencontrée, ça n'avait rien à voir avec celle qu'on voyait sur les podiums. 10 ans après ces podiums, physiquement, elle s'était un petit peu transformée. Elle avait pris des grosses épaules de montagnarde, elle avait pris des cuisses de skieuse. Et puis, elle était juste passionnée d'être toujours dehors. Et ouais, on a tout de suite accroché, discuté plein de trucs. Et tout de suite, on a eu envie de partir en voyage. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Je suis née à Bourg-Saint-Maurice en montagne et j'ai grandi avec un papa qui faisait du ski de randonnée et des petites courses en montagne pas très difficiles. Mais il m'a donné l'envie d'aller avec lui et j'ai commencé d'abord par faire de la montagne, par faire du ski de randonnée, par lire les livres de montagne que je pouvais trouver dans la bibliothèque familiale. Et puis de la montagne, je me suis mise à faire de l'escalade, à grimper de plus en plus. Et j'en suis venue à intégrer un club. Et de l'escalade sportive, je me suis mise aux compétitions. Pour moi, toutes mes années de compétition ont été des années magiques parce qu'à chaque fois, ça a été que des bonnes surprises. J'ai gagné énormément de compétitions. C'est à cause d'elle que j'étais jamais championne du monde des jeunes parce qu'elle était toujours meilleure que moi. Et je dis pas ça pour être méchant, mais c'est grâce à ses blessures que j'étais championne du monde senior parce qu'elle a arrêté la compétition avant. En 2001, donc j'avais 24 ans, j'ai eu un accident aux États-Unis, ça m'a arrêté net dans ma carrière. Ça a été un moment difficile, déjà difficile à accepter qu'à cause de quelqu'un d'autre, on soit comme ça mis à l'arrêt. Mais par contre, j'ai aucun regret. Je veux dire, les choses se sont passées.
Ça m'a aussi fait grandir, ça m'a fait passer à autre chose. Tant que je faisais de la compétition, j'avais une pratique hyper spécifique. On ne peut pas s'éparpiller dans trop de choses différentes quand on décide d'être dans une démarche de haut niveau. Une démarche de haut niveau, c'est extrêmement exigeant. Par contre, quand j'ai arrêté la compétition, j'ai eu envie de m'ouvrir à d'autres pratiques. Avec Petzl, on est parti sur les compétitions ice climbing, qui sont plus du dry que vraiment de la glace. J'ai voulu essayer plus de glace à côté, j'ai voulu refaire plus de blocs. Voilà, je me suis un peu plus ouverte à différentes pratiques. J'ai dit, je veux absolument faire un big wall. Donc, je suis partie aux États-Unis, au Yosemite, pour faire mon premier big wall. Je pense que l'escalade, c'est une activité plurielle avec plein de facettes différentes. Et pour moi, c'était important de goûter et d'essayer un peu toutes ces facettes. Je l'ai connue forte en escalade et aujourd'hui, elle me dit qu'elle veut s'entraîner pour l'alpinisme comme elle s'entraînait quasiment pour l'escalade. Et je trouve que ce renouvellement de la motivation, c'est quelque chose qui est impressionnant et qui est inspirant. Et dans des activités donc assez variées comme le parapente, à une période de sa vie, ça a été le base jump. Donc elle a traversé un petit peu les différentes facettes de l'escalade et de la montagne. Et c'est quelque chose qui me parle, même si moi je suis restée comme Martina justement, davantage axée sur l'escalade. Je trouve que cette ouverture au reste des activités qui peuvent être pratiquées dans la nature est chouette, quoi. L'escalade, c'est une excellente école de vie parce qu'on retrouve plein de choses dedans. Il faut effectivement être très déterminé, mais je crois qu'avant tout, ça apprend de croire en soi et de se dépasser. Il y a plein de moments dans la vie, quand on passe de la vie d'adolescent à la vie d'adulte, ou quand on est adulte et qu'on passe des caps, il faut croire en soi. Et je pense que ça, c'est très important d'être capable de dire je crois en moi, je crois que je peux le faire. Ça permet de passer des choses, ça permet de déplacer des montagnes, ça permet de passer au-dessus de plein d'obstacles qu'on croyait peut-être compliqués ou infranchissables. Et en fait, non, je crois en moi et j'y vais. Et ça, c'est quelque chose que l'escalade m'a appris et quelque chose qui m'est fondamental dans ma vie. Et l'autre chose aussi, je pense que l'escalade m'a appris le dépassement de soi, d'aller chercher très loin. Enfin, c'est quelque chose à la fois de physique et de mental, et d'aller chercher cette énorme énergie qu'on a en soi pour faire quelque chose que peut-être personne d'autre peut faire. Ok, Liv. Liv, elle est sûrement une personne forte. Elle a une force intérieure qui ça sort toujours dans les moments où il faut être forte, motivée et déterminée. Mais elle est super gentille, elle est super polie, et elle est vraiment une fille super chouette que tu dirais presque jamais quand tu la rencontres dans la vie. Dans la ville, qu'elle a la même personnalité, qu'elle est assez fort, aussi fort en montagne. Donc, j'ai eu en décembre 2009 un accident assez grave où je suis restée pendant 3 mois dans un lit allongé, et puis j'ai fait du fauteuil roulant, et puis petit à petit j'ai pu recommencer à marcher, puis à regrimper. Cet accident en décembre 2009 m'a transformée et m'a fait réaliser que la vie c'était quelque chose d'hyper précieux, d'hyper fragile aussi, que tout pouvait basculer en une seconde du jour au lendemain. Et je crois que je me suis vraiment dit, à partir de maintenant, faut vraiment que tu vives la vie pleinement et que tu sois présente à chaque instant. Et quand je dis pleinement, c'est avec tous les sens, c'est avec le corps, c'est avec les yeux, c'est avec ce qui se passe, quoi. C'est avec toutes les émotions, c'est pas juste j'ai fait une voix super top classe, retour à la maison. C'est la vivre tout, quoi. C'est le toucher du rocher qu'on a sous les doigts, c'est l'odeur peut-être de l'herbe humide du matin, c'est le paysage que je vais voir, et c'est les sourires que je vais échanger avec la personne avec qui je grimpe, c'est le combat intérieur que je vais me mettre si dans la voie je suis taquet. C'est tout ça. Ceux qui savent, comme Liv, justement rebondir et puis retrouver une motivation et des objectifs, ça les aide beaucoup à traverser
ces moments difficiles et les blessures, à mon avis, sont positives dans la plupart des cas. Et chez Liv, en tout cas, c'est le cas, quoi. Ce qui est remarquable, c'est que ça ne lui a pas fait baisser les bras. Alors qu'avec des accidents pareils, on aurait très vite fait de dire bon ben là j'arrête. Alors qu'elle a toujours poursuivi, elle a toujours eu cette boulimie d'aller en montagne, de faire de l'escalade, de continuer à vivre sa passion, ses passions, parce que maintenant c'est quand même pluridisciplinaire entre le ski, l'alpinisme et l'escalade. C'est quelqu'un de vraiment très complet et ça l'a jamais freiné. C'est juste le moment du rétablissement qui l'a freiné, mais sinon elle n'arrête pas. Ça a fait que renforcer sa personnalité, toutes les barrières qu'elle a eues, tous les échelons, toutes les marches qu'elle a franchies. Je suis assez intéressée par plein de choses. Là, je viens de faire 5 semaines sur un voilier au Groenland. Je ne suis pas une navigatrice à la base. J'étais sur le projet Maewan. Et en fait, c'était super. J'ai appris plein de choses. J'ai trouvé ça juste génial. Et je reviens avec une super bonne énergie. Pareil, ça a été des moments très forts où on a appris des choses. On a vécu des choses un peu exceptionnelles une fois de plus et où on a aussi dû apprendre à pas beaucoup dormir et à être tout le temps hyper vigilant et à sortir de sa zone de confort. Je la trouve quand même assez hyperactive et puis tout le temps à fond. Alors c'est pas un défaut, mais c'est peut-être quelque chose qui peut être, je me dis parfois fatigant pour elle. Et en même temps, chacun vit la vie en fonction de son caractère, quoi. Pendant des années, j'ai adoré voyager. Et puis un jour, j'ai posé mon sac et je me suis dit, j'en peux plus d'avoir ma maison dans mon sac. Je veux un endroit où j'y suis, où je rayonne depuis cet endroit-là de temps en temps, mais je me construis et je m'inscris dans une vie plus installée. Et j'ai décidé d'habiter ici dans la vallée de Chamonix et c'est vraiment une très bonne chose que j'ai faite, où j'ai aucun regret et qui m'a aussi beaucoup changé et beaucoup apporté. À l'heure actuelle, je suis plus attirée par des grosses montagnes ou des grosses fasses et par la montagne en général. J'aime bien aussi combiner les activités, c'est-à-dire faire une ascension un petit peu plus alpine avec une belle descente en ski ou faire une ascension avec descente en parapente. La montagne, pour moi, c'est le plus beau lieu qu'on a sur Terre. Être en montagne, ça te remplit tellement de bonnes émotions, ça te remplit tellement de bonheur et de force au final, que pouvoir avoir la possibilité d'être en montagne le plus souvent, c'est une grande chance, c'est un luxe. Pour moi, c'est le bonheur, quoi. On est là pour quelque chose, on est là pour une raison. Je sais pas si c'est vraiment une mission. Mais en tout cas, je suis là pour une raison. Et je fais les choses que je fais pour une raison. Je considère qu'il y a 3 niveaux de raison. Il y a les motifs, il y a les mobiles, et puis il y a la symbolique. Et les motifs, c'est ce qu'on va annoncer aux gens. On va dire par exemple, voilà, il y a des très beaux couchers de soleil, je sais pas, il y a un cadre extraordinaire, paysages fantastiques, etc. Et en fait, il peut y avoir les mobiles qui sont parfois moins glorieux. Ça peut être l'ego, ça peut être le besoin de faire des premières, donc d'avoir des réalisations. Donc ça, c'est quelque chose auquel en général on accède et qu'on ne dit pas toujours. Et pour moi, il y a encore un 3e niveau qui est plus important, qui est le moteur inconscient et qui est donc la symbolique. Et la montagne, c'est forcément, la haute montagne, c'est le lieu, c'est se rapprocher du ciel. Très concrètement, ce que fait un alpiniste, il se rapproche du ciel. Un spéléologue, il va dans les entrailles de la terre. La terre, c'est la mer, le ciel, c'est le père, dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations. Et donc, ça va être les vraies raisons auxquelles on n'aura pas forcément accès tant qu'on n'a pas été là-dedans. Marion Poitouin, c'est une fille que j'admire beaucoup parce qu'elle est vraiment douée pour tout. Et elle se met dans tous les sports, dans tout, et elle maîtrise à mort.
J'ai toujours été habituée à me promener en montagne, à randonner en montagne avec mes parents. Mais il y a un moment où j'avais vraiment envie d'aller encore un petit peu plus haut, puis un petit peu plus loin, puis de monter sur la montagne qui était au-dessus de chez moi, puis celle qui était juste derrière. Et j'adorais monter sur la Roche-Parnal qui est au-dessus de chez moi, parce que depuis le sommet de cette montagne, on peut voir le Mont Blanc. Donc je montais au sommet de la Roche-Parnal, je regardais le Mont Blanc, j'étais contente, puis je pouvais rentrer chez moi. La montagne, ça a toujours un peu guidé, ça m'a toujours guidée depuis mes 14-15 ans. Ouais. Je suis restée 3 ans en groupe militaire de haute montagne, ensuite 4 ans à l'école militaire de haute montagne en tant qu'instructeur pour les chasseurs alpins. Donc j'emmenais les chasseurs alpins en montagne pour leur apprendre les techniques de l'alpinisme. Aujourd'hui, je suis instructeur au SNAS, le Centre national d'entraînement à l'alpinisme au ski, situé à Chamonix. Et c'est là où on forme les CRS de montagne. C'est des CRS qui sont spécialisés dans le secours en montagne. Je faisais partie de l'équipe nationale filles d'alpinisme. C'était la première fois qu'ils faisaient une équipe nationale féminine. Et donc le groupe militaire de haute montagne, dont notamment le commandant Thomas Faucheur, s'est intéressé à cette équipe. Et il s'est dit, dis donc, il y a pas mal de femmes qui arrivent, ça peut être intéressant d'en prendre une au GMHM pour voir ce que ça donne une femme en montagne, en fait, et pour voir ce que ça donne une femme dans un groupe aussi de haut niveau, d'alpinistes comme le GMHM. C'était vraiment une nouveauté à l'époque. Le GMHM, c'est avant tout un endroit où on peut intégrer des gens, soit qui sont déjà forts, soit qui ont déjà du potentiel, et à qui on peut donner une façon de pratiquer sa montagne professionnelle. Il n'y avait finalement pas de raison qu'on ne donne pas aussi cette chance-là et cette possibilité-là à une femme. Voilà. J'hésitais à postuler parce qu'ils ont la réputation d'être super forts, c'est les meilleurs alpinismes de l'armée française, ils font des expéditions partout dans le monde. Donc j'osais pas vraiment postuler, même si le poste me correspondait. Et j'ai mon amie Karine Ruby, à l'époque, avec qui je faisais beaucoup d'alpinisme, qui m'a dit « mais s'il te propose, pourquoi t'y vas pas ? S'il te propose, c'est parce qu'il pense que toi t'as le niveau. » Et pour elle, c'était d'une évidence que je me suis dit, ouais, bon, ok, elle n'est pas devenue championne olympique par hasard. Elle n'a pas le même mental, on n'est quand même pas tous fait pareil. Effectivement, elle a confiance en elle, elle ne se posait pas plus de questions que ça. Donc ouais, je me suis dit, pourquoi pas, et puis j'ai postulé, et puis ça a marché. Et j'ai mis, je pense, 2 semaines à m'en remettre, c'était juste incroyable. Marion, quand on l'a rencontrée, on voyait une fille très déterminée, marquée par l'envie de démontrer des choses, etc. Donc pour nous, voilà. Et puis qui avait quand même grandi dans ce milieu de la montagne, qui est un milieu très masculin, donc elle le connaissait bien, donc on en avait parlé d'ailleurs avec elle, hein, très, très librement. Donc peut-être un peu naïvement, je me suis dit, ok, ça lui posera pas de problème, quoi. Voilà, les bonhommes de la montagne, elle les connaît, donc elle saura s'en dépatouiller, d'ailleurs plus peut-être que nous, avec cette nana qui débarquait, quoi. Voilà. La période où j'étais au groupe militaire de haute montagne, c'était humainement pas facile parce que j'étais la seule femme et puis la première femme. Pas facile, je me sentais un peu seule, un peu perdue. J'ai l'impression que je sais pas si c'était moi qui étais folle ou si c'était les autres en face, mais voilà, j'étais vraiment un petit peu en décalé avec tout le reste du groupe. J'ai eu du mal à partir parce que j'adorais ce métier-là, mais en même temps, c'était pas forcément vivable au quotidien. Parce que j'ai subi l'antiféminisme justement, voire on va dire le patriarcat, ça s'appelle je crois. Et du coup, je me suis bien renseignée sur le sujet. J'ai regardé comment ça se passe dans d'autres professions en France. C'est pas forcément beaucoup mieux. Donc déjà, ça m'a un petit peu rassurée. Je me suis dit qu'il n'y avait pas que moi, que j'étais pas une victime, que j'étais pas toute seule. Ça m'a beaucoup rassurée. Et puis surtout, ça m'a ouvert les yeux qu'il y a encore du boulot. Et par exemple, au GMHM, donc comme c'était la première fois qu'il y avait une femme, ils savaient pas trop comment s'organiser pour les tentes, pour aller au camp de base. Donc le camp de base, c'est à 4800 mètres d'altitude en Himalaya. C'est là l'altitude du Mont Blanc. Donc à cette altitude, on peut faire un œdème pulmonaire, un œdème cérébral et on peut mourir. Donc c'est quand même une altitude qui est pas négligeable. Et donc nous, on allait dormir là, au camp de base, pendant 1 mois et demi dans une tente. Et le groupe, moi je venais d'arriver au GMHM, je savais pas trop comment ça se passait les expéditions de haute altitude, j'avais vraiment pas assez d'expérience pour donner mon avis. Mais ils ont décidé qu'il valait mieux que je dorme toute seule dans la tente. Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer si je dors avec un homme dans une tente.
Bon, moi j'étais pas dans ces idées-là, mais moi j'allais en expédition pour monter sur la montagne, mais voilà, ils ont décidé que c'était mieux que je dorme seule dans une tente, sauf que, en fait, par question de sécurité, on dort jamais seul dans une tente à ces altitudes. J'ai été mise en danger parce que j'étais une femme. Involontairement, non, attention, je les accuse pas. Hein. Donc suite à l'expédition et à cette plus ou moins mésaventure, on en a reparlé avec les membres du groupe et puis ils se sont rendus compte que ouais, j'étais d'abord une alpiniste avant d'être une femme quand je partais en expédition avec eux. Tente, pas tente, Pakistan, pas Pakistan, c'est évident que ça a pu et ça a dû être difficile pour une fille, Marion en l'occurrence, de s'intégrer dans cette équipe, c'est sûr. C'est sûr. Je suis désolé, mais on bouscule du culturel, quoi. Hein, et que sans doute que la prochaine, y a des choses qui auront été intégrées et apprises. Mais bon, le milieu de la montagne se féminise. On en voit de plus en plus quand même dans les guides. On voit ce groupe jeunes féminins, etc. Donc, en fait, c'est toute une chaîne, quoi, qui doit se renforcer. C'est ça. Ça peut pas être juste un élément, ça peut pas être juste l'équipe du GMHM ou ça peut pas être juste quelques femmes guides à l'ENSA. C'est tout un système qui démarre dans des clubs FFME, etc. C'est plus large que ça, quoi. Ouais, enfin on peut dire que quand même j'en ai souffert, quoi, de me retrouver dans un milieu que d'hommes, dans un milieu aussi dur que le haut niveau, que l'armée. Et pour autant, c'était un métier extraordinaire, quoi, d'être payé à pouvoir faire sa passion. Il y a Marion que j'avais rencontrée et puis Marion après le groupe militaire de haute montagne, je pense. Elle a pas mal changé. Il y avait une légèreté avant, un plaisir qu'elle arrivait à prendre dans la vie de manière assez facile, dans les activités qu'elle faisait, dans la manière de le partager. Et ensuite, alors je pense que c'est quand même ce qu'elle a vécu au groupe militaire principalement, qui a fait qu'elle a quand même changé et est devenue beaucoup plus dure envers elle et envers les autres. Très exigeante, plus dure et peut-être moins insouciante. Elle a vraiment perdu de la jeunesse là-dedans. Peut-être que ça l'a un peu bousculé, peut-être que ça l'a remise en question, etc. Mais ça, je veux dire, ça fait partie de la vie, quoi. Hein. Il y a beaucoup de choses qui, à certains moments, nous bousculent. Donc, elle a sans doute retiré ce qu'il fallait pour elle de cette équipe, peut-être pour l'aider à construire une trajectoire sur laquelle elle se place aujourd'hui et qui n'est pas finie. Hein. C'est tout ce que je lui souhaite. Ma plus grande qualité, je l'ai découverte, je pense, il n'y a pas très longtemps. C'est la capacité à choisir un objectif et de foncer dessus, comme un entonnoir. Et de penser qu'à ça et de se concentrer juste pour ça pendant, s'il faut, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et puis finalement d'arriver à son objectif. Parce qu'il y a un moment, il faut mettre tous les moyens pour remplir certains objectifs quand on se les fixe un petit peu haut. De Marion, oui, j'ai appris qu'en fait, la ténacité incite à une progression rapide, quoi. Pour prendre un objectif bien précis, il faut déjà savoir ce qu'on veut. Ça, c'est déjà quand même vraiment compliqué. C'est pas facile de savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qui va nous faire du bien et nous rendre heureux. Et une fois qu'on a trouvé, ce qui est quand même déjà vraiment pas facile, il faut s'y tenir. Et puis chaque action doit nous amener vers ce but-là. Quand j'ai préparé mon diplôme de brevet d'état de ski alpin, parce que je partais vraiment très loin, à 30 ans, je me suis mise au slalom et c'était plutôt ambitieux de se lancer dans ce diplôme-là à 30 ans. Et du coup, on m'a dit, tu peux toujours essayer de passer le diplôme, je pense que tu en as les capacités, mais ça va être long. Du coup, comme on m'a dit que ça allait être long, je me suis dit, je vais m'entraîner 2 fois plus pour pas que ce soit trop long, parce que vu que j'ai déjà 30 ans, je vais pas non plus finir le diplôme à 60 ans. Et du coup, je me suis entraînée tous les jours, j'ai skié au moins 2 heures par jour tout le temps, pendant 3 mois, 4 mois. Et puis à l'automne, j'ai fait une préparation physique toute seule de mon côté. J'allais faire un peu de la fitness sur Internet, j'allais courir dans les montées pour me préparer pour le ski.
Bah, franchement, quand j'ai su qu'elle se lançait là-dedans et quand je vois d'où elle est partie, eh ben pour moi, c'est quand même une énorme performance. Le défaut qu'elle pourrait avoir, c'est peut-être un excès de confiance en elle, qui peut déstabiliser certains. Mon plus gros défaut, c'est peut-être d'être égoïste, parce que c'est vrai que j'ai mes petits projets, mes objectifs. Des fois, je mets un petit peu mes proches de côté, peut-être, je sais pas. Et puis aussi, d'être un petit peu aussi, parfois, caractériel. Alors, disons que je sais ce que je veux et que des fois, il faut pas m'embêter. Et puis bon, avec la fatigue et disons que la pression que je peux me mettre parfois pour certains objectifs, je pense que je suis un petit peu sensible, ouais, un petit peu sur les nerfs parfois. Je pense que Marion veut laisser une trace sur cette terre, à son niveau, avec ses capacités, qu'elle n'estime pas forcément plus grande ou plus petite que n'importe qui, mais c'est clair qu'elle cherche à impacter le monde dans lequel elle vit. Pas forcément de la montagne, non, le monde de la société. D'être une lumière comme un phare, quelque chose qui peut aider. Et en fait, la première personne qu'elle a aidée, enfin une des personnes vraiment qu'elle a aidée, c'est moi-même, parce qu'elle m'inspire énormément. Et dans les moments difficiles, en ce qui me concerne, je pense à elle et je n'abandonne pas. Dans le sens où Marion réalisait des choses qu'aucune femme n'avait fait avant elle. Donc on se dit que tout est possible et il suffit d'y croire et repousser la limite de ses rêves. J'espère qu'on se souviendra de moi comme quelqu'un qui a fait ce qu'elle avait à faire. Bon, c'était la première, mais il en fallait bien une. Mais j'espère vraiment que ça va suivre. J'espère qu'il y a d'autres femmes qui pourront prendre ce chemin. J'espère vraiment. Et j'espère qu'elles n'auront pas surmonté toutes les difficultés de la société que j'ai pu avoir. J'espère que ce sera plus simple. Et c'est vraiment des super métiers. Je leur souhaite vraiment qu'elles puissent y accéder. Il n'y a pas de raison que ce soit que des hommes qui puissent faire ça. Parce que c'est quand même super de pouvoir se balader en montagne, d'être payé pour ça, d'emmener des gens, des stagiaires, et que c'est un métier qu'on peut vraiment exercer de la façon qu'on veut. On peut être salarié, on peut travailler indépendant, on peut faire la moitié de l'année, on peut faire juste quelques jours par an, si on a une autre activité à côté. Enfin, c'est vraiment une chance ce métier, c'est vraiment un chouette métier. Quand on fait des compétitions pour les enfants par exemple, si vraiment les garçons sont plus forts, ils sont plus forts dans ce cas-là, mais à la puberté, parce que les petits-enfants, il n'y a pas de raison. Et quand on fait les compétitions d'escalade, déjà quand on est poussin, benjamin, il y a des voies d'escalade pour les garçons, des voies d'escalade pour les filles. On sépare les deux. Je suis désolée, mais c'est les poussins, il n'y a rien qui justifie un truc comme ça. Et depuis toujours, on sépare les hommes et les femmes, et au final, les hommes, ils sont plus forts, parce qu'on fait des voies d'escalade un petit peu plus dures, donc à chaque fois, le gamin, il fait une voie plus dure, et en ski, c'est pareil. Donc je pense que le problème, il date d'il y a très longtemps. Et c'est tellement ancré cette histoire de sexisme que les garçons sont comme ci, les filles sont comme ça, que moi j'ai appelé ça le sexisme culturel, c'est qu'on s'en rend même plus compte. Et ce qui se passe, c'est que les femmes, souvent, on se met derrière l'homme, on s'auto-censure un petit peu. Quand il faut prendre la carte, on va se mettre un petit peu derrière parce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'on n'a pas de sens de l'orientation et que les femmes et que les hommes eux en ont. Mais je pense qu'il faudrait éviter d'arrêter de dire que les hommes sont comme ci et les femmes sont comme ça. C'est vraiment juste une histoire de personnes à la base. Il y a des femmes qui sont bonnes pour lire des cartes, il y a des mecs qui sont bons aussi pour lire des cartes. C'est vraiment, ça dépend de chacun. Si on a envie de savoir lire une carte, si on a envie de savoir où on va, si on a l'expérience de lire des cartes. Et donc je pense que le métier de guide est réservé pour moi aux hommes. Est-ce qu'ils sont vraiment plus forts physiquement ? Oui, à l'heure d'aujourd'hui, oui. Mais je pense que d'un point de vue biologique, il doit y avoir un truc quand même possible. Je pense qu'on sait pas vraiment en fait de quoi elles sont capables les femmes. On les a pas laissées encore trop s'exprimer. Je pense qu'une femme, elle a un peu ce double travail où à la fois en montagne, elle doit être capable d'endosser la veste du guerrier ou du conquérant. Conquérant, j'aime pas trop ce mot, mais la veste du dur, la veste du il faut se rentrer dedans. Et une fois rentrer à la maison, endosser sa peau de femme. On peut pas rester en mode guerrier tout le temps. Une femme, c'est une femme. Et une femme en montagne, à un moment, quand c'est dur, elle doit savoir endosser une autre veste. L'homme, il a pas la veste. L'homme, il incarne. L'homme, il incarne déjà cette force. Il incarne ce côté
ce côté guerrier, ce côté conquérant qu'une femme n'a pas.